Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la deuxième fiche de TP du module base de données avancée. Donc, ça sera pour la fiche PLSQL. Donc cette vidéo elle est plutôt destinée aux étudiants qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cette fiche de TP vu le temps réduit des séances de TP qu'on a cette année. Donc je me disais qu'il serait préférable qu'on revoie ensemble à travers cette vidéo tous les exemples afin de détailler et d'expliquer ce qu'il y a à expliquer par rapport au PLSQL. Ok, donc en tout cas, au niveau de cette fiche-là, vous avez une documentation qui est très riche par rapport à ce langage. Donc on va commencer par le début. Donc pour le PLSQL, c'est un langage procédural d'Oracle. Donc il permet de combiner les avantages d'un langage de programmation classique avec les possibilités de manipulation de données qu'offre le langage SQL. Donc pour la syntaxe du langage PLSQL, pour ceux qui se rappellent du langage Pascal, elle n'est pas très différente. Donc il y a une très grande similarité entre les deux langages. Donc la structure donc je disais, la structure d'un programme PLSQL est la suivante. Donc on a une section dédiée aux déclarations. Donc pour cette section-là, elle est optionnelle. On peut travailler, oui, on peut avoir un programme dans lequel il y a pas de variable à déclarer. Mais ce qui est obligatoire, c'est le begin et le end. Donc là, pour cette section-là, donc on peut pas exécuter un programme sans qu'il y ait un begin et un end. Voilà. Donc entre le begin et le end, pardon, on aura toutes les instructions de notre programme. Donc on commencera par le premier exemple. Là, ça sera un simple affichage de message de forme Hello World. Donc avant d'essayer cet exemple, j'aimerais juste parler de cette première instruction qui est le set server output on. Donc pour cette instruction, pardon, elle permet d'activer, donc comme c'est indiqué par ce commentaire, elle permet d'activer l'affichage des messages sous SQL+. Donc par défaut, le server output, il est réglé, il est en off. Donc afin d'activer cet affichage, on doit exécuter cette requête. Donc je vais juste partager l'écran en deux. Donc supposons qu'on ne va pas activer cet affichage et qu'on souhaite directement afficher le Hello World. Donc pour le print, on utilisera la fonction dbms output line. Donc on aura Hello World. Donc là pour le coup, tout a été exécuté avec succès, mais comme l'affichage n'est pas activé, on n'a aucun affichage. Donc il suffit d'exécuter la première instruction, set server output, et on met on. Voilà, donc ce n'est qu'après avoir exécuté cette instruction qu'on aura l'affichage, mais sinon pour ce qui est du serveur output, l'activation elle dure, euh, elle est liée à la session. Donc elle reste, cet affichage là il restera valable tout au long de cette connexion. Donc si jamais on va se déconnecter, donc puis on va se reconnecter. Là, il faudra l'activer de nouveau car l'affichage il va encore une fois se mettre en off.
simplement afficher le A, ça va pas fonctionner, donc on va l'exécuter encore une fois. Parfait, donc on passe au deuxième exemple. Donc là, dans cet exemple-là, on utilisera les déclarations. Donc on a comme variable, on a déclaré le 1b qui est de type number, le 1b2 qui est également un number, et on a la variable str qui est de type varchar et qui a comme nombre de caractères 15. Donc on aura le déclare, et sinon je peux directement copier ça. Ok. Donc pour ce qui est des variables, on peut soit utiliser des variables prédéfinies, donc comme le number, varchar, integer, etc. Mais on peut également utiliser d'autres types de variables qu'on verra par la suite. Donc là pour le coup, on va afficher le str, puis on va affecter, puis enfin on va donner au mb la valeur 10. Donc pour l'affectation, on utilise le 2 points égal, puis on va affecter le mb2 à mb fois 5, puis on affichera le tout. Donc pour cette fonction, pour l'affichage, on utilise toujours le dbms output putLine. Et sinon, on peut également concaténer plusieurs affichages à la fois, ce qui est fait dans cet exemple-là. Pour la concaténation, on utilisera le double bar. Donc, il faut voilà, on aura notre affichage salut le monde 1b 1b2 égale à 10 5. Donc là, on a concaténé trois affichages, une chaîne de caractères, 1b, plutôt quatre affichages, une chaîne de caractères, la valeur de 1b, une virgule et un espace, et la valeur de 1b2. Pardon. Donc pour ce qui est des opérateurs que supporte le PLSQL, donc on a parlé de la concaténation, on a là c'est clair pour tout ce qui est opérateur arithmétique, donc on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'exponentielle, donc double étoile, les parenthèses, donc tout ça je pense que c'est clair. Pour l'affectation c'est bon aussi. La comparaison c'est pas très différent du SQL, donc on a pour l'égalité, la différence, supérieur, inférieur, is null, is not null, between, in, et également pour ce qui est des opérateurs logiques. Ok, donc on passe au troisième exemple. On va déclarer un number begin int. Donc on a un b, il est égal, pardon, 10 multiplié par 0. Donc là pour le coup, le programme ne sera arrêté vu la division sur le 0. Donc c'est ce qu'on verra dans l'exemple qui va suivre, c'est l'utilisation des exceptions, le try catch que vous avez sûrement déjà utilisé dans d'autres langages de programmation. Donc pour le coup, on doit ajouter une exception, donc par rapport à la division sur le 0, donc on a une exception prédéfinie qui est le 0 divide. Donc when 0 divide, on va afficher un truc relatif à la division sur le 0. Line, erreur, division par 0. On peut s'en contenter de ça. Là, contrairement à l'exécution précédente, là le programme il s'est pas arrêté. Donc on a eu comme affichage cette chaîne de caractères qu'on a prévue pour le cas où on divise par le 0. Donc, sinon, on peut également utiliser l'autre exception par défaut prédéfinie qui est orders than. Donc là, elle peut contenir toute autre erreur. Donc, en utilisant le orders, on aura, ça nous permettra de
de nous assurer qu'à aucun moment notre programme ne va s'arrêter de s'exécuter. Parce qu'au final, on ne peut pas recenser toutes les erreurs que, qu'un programme peut rencontrer lors de son exécution. Voilà, donc on a le DBMS, output, put, line, erreur inconnue. Donc on réexécute, ok, mais sinon, comme erreur inconnue, on avait essayé ça durant le TP, donc si jamais un utilisateur va diviser un numéro par une chaîne de caractères, n'importe quelle chaîne de caractères, donc il va automatiquement être dirigé vers cette chaîne de caractères, vers cet affichage, pardon. Mais à aucun moment le programme ne va s'arrêter. Parfait. Pour le show errors, on va le voir plus tard lorsqu'on avancera dans cette fiche de TP. Donc voilà, pour ce qui est des variables, on a déjà parlé des types prédéfinis. En plus de ça, on peut utiliser ou bien on peut exploiter ce qu'on a déjà créé comme table et colonne ou variable. Donc ce que vous pouvez voir là au niveau de ce déclare là, donc on a déclaré deux variables. La première c'est le non part, il a comme type, il va hériter du type de la colonne non participant de la table participant. Donc pour ce, la syntaxe est la suivante. Donc on va déclarer cet attribut non part, donc il aura comme type participant, le même type que la colonne non participant. Donc pour la syntaxe, on va ajouter le pourcentage type. Pour la deuxième variable, random info, ça sera une variable composée. Donc elle va contenir, ou bien elle aura la structure de la table randonnée. Donc pour chaque donnée existante dans cette table, dans cette variable random info, chaque donnée qu'on va insérer dans cette variable random info, elle aura la même structure que la table randonnée, c'est-à-dire un identifiant, nom, distance, etc. Donc on va déclarer aussi cette variable randonnée. Donc pour la syntaxe, on doit ajouter le pourcentage row type. Parfait. Donc ce qu'on disait là, la variable non part a le même type que la colonne non participant de la table participant. De même, random info est un vecteur du type d'une ligne de la table randonnée. La variable random info affichera les 6 champs de la table randonnée. Donc là, pour l'exemple, on a déclaré, en plus de ces deux variables, on a déclaré un nombre. On va le déclarer. Ok. Begin int. Donc, on va faire une première requête. Donc, on va sélectionner le count. Donc, je vais écrire la requête telle qu'on a l'habitude de l'écrire. Donc, select count from participant. Donc, si on exécute ça séparément, je vais juste dupliquer cette fenêtre. Si on exécute ça, on aura un nombre qui est égal à 10. Donc, vu qu'on utilise le langage PLSQL, donc on a la possibilité d'affecter ce résultat-là, le 10, à une variable qu'on a déclarée dans notre programme qui est le MB. Donc pour faire ça, il suffit d'ajouter à la requête, donc on a select count étoile into MB. Donc ça va permettre de mettre le résultat de cette requête-là dans la variable MB. Donc on peut voir le résultat dbms dbms output.put line mb. Voilà, donc on a le 10 qu'on a récupéré en utilisant cette requête. Donc pour la deuxième requête, on a le select non participant. Donc encore une fois, on va
l'écrire tel qu'on a l'habitude de l'écrire, from participant, where id participant égale à 1. Donc si on met cette requête là séparément, on aura certainement un nom de participant. Donc ce qui est parfait parce qu'on a déclaré une variable qui a le même type que la colonne non participant. Donc on peut là aussi mettre ce résultat là qui est idir dans la variable non participant. Donc en ajoutant encore une fois le into, select non participant, into non part. Donc en affichant put line non part. Donc on a idir. Donc pour ce qui est de la dernière requête, on a le select étoile from randonnée where id rando égale à 3. On va l'exécuter encore une fois. On aura une ligne de la table randonnée. Mais en même temps, la dernière variable qu'on avait déclarée, c'était rando info qui avait justement comme type la table randonnée. Donc ce qu'on disait, chaque donnée qu'on va mettre dans la table randonnée, elle aura la même structure que la table randonnée. Donc on peut mettre cette ligne là, on peut stocker cette ligne dans la variable rando info. Donc ce qu'on va faire là, donc select étoile into rando info from randonnée, etc. Donc maintenant pour afficher ms out dpms output line. Ok, donc là on va personnaliser un peu l'affichage, la randonnée. On va fermer ça, on va concaténer. Donc notre variable rando info, elle a toute la ligne. Donc à partir de la variable rando info, on peut accéder à la valeur du id rando, non rando, région, distance, etc. Donc on va le faire, la randonnée. Donc là on va récupérer son identifiant, rando info.id rando. On va concaténer encore une fois, pardon, avec une autre chaîne de caractères. Bon, je suis pas en train de suivre l'affichage qu'on a mis dans la fiche de TP. Donc la randonnée id rando ayant comme nom. Donc là aussi on va concaténer rando info.mon rando. Donc on va concaténer avec une autre chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qu'on a comme paramètre là, comme colonne est une randonnée de la région. Donc on va mettre est une randonnée de la région et on va mettre région rando.info rando-info.région. On va se contenter de cet affichage. Voilà, donc pour le troisième et dernier affichage, la randonnée 3 ayant comme nom montagne de Morjajou est une randonnée de la région Ottawa. Donc, parfait. Donc je pense que là vous avez compris le truc. Donc, à partir de cette variable là, on peut accéder à toutes les colonnes à toutes les valeurs de la colonne randonnée. Donc, on continue dans les exemples. Donc, on a également la possibilité de demander à l'utilisateur de saisir lui-même les valeurs des variables. Pardon. Donc là, pour le coup, on peut, par exemple, pour un autre exemple, donc donc si on remonte et on prend n'importe quel exemple, voilà, si on met cet exemple, donc on pouvait choisir pour ces valeurs là, on pouvait demander à l'utilisateur de choisir les valeurs de ces variables. Donc en suivant cette syntaxe accept
le nom d'une variable, mb1 on va mettre la chaîne de caractères que l'utilisateur va lire. Veuillez saisir la valeur de mb1 par exemple. La valeur 1. Ok. Après pour récupérer la variable que l'utilisateur a saisie, on peut directement l'utiliser. Donc on va enlever le mb. Donc je vais juste remplacer ça. dpms output pardon, putLine, entre parenthèses, on va mettre par exemple 10 divisé par mb1 que l'utilisateur aura saisi lui-même. Donc si on exécute ça, veuillez saisir la valeur 1. Donc si on met 2, donc comme résultat on a obtenu le 5. Donc, au final on a eu 10 divisé par 2. On pouvait également récupérer cette valeur et la mettre dans une autre variable qu'on a déclarée au préalable. Donc mb de type number, et là à l'intérieur du programme on met mb reçoit et commercial mb1, et là à l'intérieur on aurait mis mb, donc 10, donc on va mettre 5 et on aura comme retour le 2, comme résultat 2. Sinon, si c'était une chaîne de caractères, varchar 10 par exemple, qu'on aurait voulu afficher là, texte par exemple. Ok, donc si c'était une chaîne de caractères, ça n'aurait pas fonctionné directement. Voilà, donc pour la chaîne de caractères, il faudra ajouter les guillemets lorsqu'on manipule cette saisie, cette insertion. Donc, là, ça va fonctionner. Voilà, donc on a eu l'affichage de ce qu'on a saisi au préalable. Ok, maintenant pour ce qui est des conditions essentielles, donc on a le if, then, else, and if. Voilà, tout simplement. On peut voir ça à travers cet exemple. Déclare par info, elle est de type participant. Hello type begin and on aura le selected valve into part info from participant where non participant égale à Brahimi. Ok, donc à travers cette requête là on va récupérer une ligne de la table participant. Cette ligne là va correspondre au participant et en nom Brahimi. Après on va faire une condition par rapport à ce qu'on a mis dans cette variable. If part info point âge, vu qu'on a accès à l'âge via cette variable là. Donc si l'âge de ce participant il est supérieur ou égal à 50, then, donc pour ce qui est de la syntaxe, on peut également l'écrire en minuscule, c'est kiff, donc juste pour avoir un meilleur affichage, que je préfère l'écrire en majuscule. Donc si ce participant il est plus âgé que 50 ans, il aura un âge supérieur à 50 ans, donc on va afficher dpms output line plus de 50 ans par exemple. Else dpms moins de 50 ans. Donc and if.
Donc, on peut également avoir ce genre d'erreur. علاش c'est pas une erreur, mais seulement la variable, elle n'a aucune valeur, elle est restée nulle. علاش هذه la variable elle n'a pas de, de valeur. De un, on l'a pas instanciée à la base. Et de deux, la requête n'a rien retourné. Donc, si on exécute séparément cette requête, on va voir que qu'il n'y a aucun participant qui a comme nom Brahimi pour l'unique raison, pour la simple raison qu'à la fin de la première fiche de TP, on avait modifié les noms de famille, on les avait mis en majuscule. Donc là, il suffit de mettre ce nom-là en majuscule. Et là, on a le programme a fonctionné. Donc, pour ce participant, il a plus de 50 ans. Donc, on peut personnaliser encore une fois le, les affichages, ce que je préfère. Donc, le participant, concaténation, info, part, point. A plus de 50 ans, tout simplement. Ok, donc le participant infopart. Point. Donc pour la colonne non participant, lettre infopart. Point, non participant. Ok, donc info part info, pardon, part info. Point, non participant. Le participant Brahimi a plus de 50 ans. Ok. Parfait. Donc pour ce qui est des boucles, il y a plusieurs manières pour faire des boucles. Donc il y a plusieurs syntaxes. On peut utiliser la syntaxe suivante, la boucle loop, ou sinon la boucle for ou la boucle while. Donc il y a trois syntaxes pour faire une boucle. Donc pour ces trois syntaxes, on a eu les trois exemples là. Donc on va essayer le premier exemple. X number 1. Donc pour ce qui est du paramètre là qu'on a mis au niveau du type number, je vais juste parce que je pense que je me suis trompé lorsque je l'avais expliqué lors de la séance en présentiel. Donc pour ce qui est de ce paramètre là, tout comme le varchar, lorsqu'on utilise le type varchar, on est obligé de mettre entre parenthèses un paramètre, un nombre de caractères qu'on ne peut pas dépasser dans cette variable là. Donc si par exemple on met 3, donc cette chaîne de caractères ne peut pas aller au-delà de 3 caractères. Donc pour ce qui est du type number, ce paramètre là il n'est pas obligatoire, contrairement au varchar où on est obligé de mettre la longueur. Donc pour le number, on peut utiliser un number sans ce paramètre, mais sinon si on met ce paramètre là, donc pour ce nombre là il peut aller jusqu'à 3 caractères, c'est-à-dire que pour cette variable là x, elle peut contenir jusqu'à au maximum 999. Donc on ne peut pas aller jusqu'à 1000. Si on met 1000, ça sera 4 caractères, donc on peut pas la stocker au niveau de ce x là. Et sinon, vous pouvez de façon générale utiliser juste number pour ne pas vous limiter et au risque de vous tromper par rapport à certaines variables. Ok. Donc on a begin and while x inférieur ou égal à 100. Donc je vais mettre en majuscule loop. Donc moi, donc moi, je sais pas si je sais pas si vous le faites aussi, mais en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ouvre un truc,
dans lequel je suis obligé de mettre un int, je le mets directement au risque de l'oublier par la suite. Donc c'est lié au begin du programme et au int du programme, mais aussi à tout ce que je déclare lorsque je programme. Pour, surtout lorsqu'on a plusieurs int begin, un briquet. Donc si au bout de 3 ou 4 if, on risque de se tromper si on ne les ferme pas. Donc ça c'est clairement plus facile de les fermer au moment de les créer. Ok. Donc pour le premier exemple, à l'intérieur de cette boucle, on va afficher la valeur du x tout simplement de BMS output line. Donc on a mis juste le put x qu'on a concaténé avec la virgule. Donc, mais sinon pour l'évolution du x, on doit l'incrémenter et pour le coup, on va incrémenter le x par 10. Donc à chaque itération de cette boucle là, le x il va s'incrémenter de 10. Donc on a un loop, si on exécute ça tel quel. Ok, donc je dois juste rajouter un truc. dbms output new line. Ok, mais là ça n'a pas été mis dans. Donc, je dois juste modifier ça et mettre cette ligne à l'intérieur de cette boucle. Ok, donc pour ce qui est de cette commande là, dbms output new line, elle permet de faire des sauts de ligne. Donc pour l'affichage, on a utilisé le put et non pas le put line. Donc dans cette syntaxe là, utiliser seulement le put, il va afficher mais sans faire de saut de ligne. Donc vu que c'est le dbms output new line qui va sauter, faire les sauts de ligne après chaque affichage. Donc à l'intérieur de la boucle, on affiche le x et la virgule, on incrémente le x et on fait le saut de ligne. Donc, si je mets cette commande là à l'extérieur de la boucle, on remarque qu'il n'y a pas de saut de ligne. Mais sinon, on peut directement utiliser le put line. Donc automatiquement, on va afficher et faire des sauts de ligne. Ok. Pour la deuxième et la troisième syntaxe, c'est la même chose. Donc vous pouvez l'essayer. Donc maintenant pour les fonctions et les procédures. Donc les fonctions et les procédures, ça peut ça facilite beaucoup les choses vu qu'on ne sera pas obligé de créer à chaque fois des programmes et modifier les variables et tout. Donc il suffit de généraliser le code à travers une fonction ou bien une procédure et de l'appeler à chaque fois avec des paramètres différents. Donc je pense que vous avez déjà manipulé les fonctions et les procédures dans d'autres langages. Donc pour l'exemple qui est fourni là, donc on aura une procédure essai, donc on va voir ce que cette procédure là va faire, mais au préalable on doit créer la table T, ce qu'on va créer maintenant. Parfait. Pour cette procédure là, donc on va mettre create or replace procédure. Donc le nom de la procédure c'est essai. Donc elle aura comme paramètre in qui est number, z qui est un number et y qui est un number. Donc on va détailler ça tout de suite. As begin and z égale x fois y insert into t values x, z. Ok, donc pour cette procédure là, donc on va redire depuis le début. Donc on a create or et replace. Donc pour le or replace là, il permet d'écraser la procédure si jamais elle existe, elle est déjà créée. Donc si on enlève le or replace et si la procédure essai est déjà créée, on aura un message d'erreur comme quoi l'objet essai
il existe déjà, il est déjà créé. Donc le all replace, il permet d'écraser ce qui existe si jamais la procédure essai existe. Ok. Donc elle a trois paramètres. Elle a le paramètre x qui est un paramètre en entrée. On a au niveau des procédures, on a le in et le out. Donc pour le in, c'est un paramètre en entrée. C'est ce qu'on va envoyer comme entrée. Donc on a le paramètre z qui est un paramètre de sortie, pardon, z out number, et comme troisième paramètre, on a le y qui est également un paramètre en entrée. Donc pour le troisième paramètre, on lui a affecté une valeur par défaut qui est le 7. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc elle va calculer x multiplié par y et stocker ce résultat dans z. Puis elle va également insérer au niveau de la table qu'on a créée précédemment dans la table T, elle va insérer la valeur de x et la valeur de y. Et donc on peut exécuter procédure créée avec erreur. Donc pour ce qui est du show errors qu'on a vu quelque part dans la fiche de TP, je pense que voilà, c'est là. Donc justement, il permet, on peut l'exécuter plutôt, ou bien voilà. Donc lorsqu'on crée une procédure ou là, une fonction ou là, un trigger, un déclencheur, ce qu'on va voir par la suite, donc on peut on peut avoir comme message comme quoi la procédure ou bien la fonction elle a été créée mais avec des erreurs, ce qu'on a vu dans notre cas là. Donc le SGBD il va pas nous afficher ces erreurs, mais c'est le show errors pardon, il permet d'afficher bien d'avoir plus d'indications par rapport à ces erreurs là. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on a eu, on a create or replace procédure essai x number z out number y in number. Je vais juste retourner. Donc on était à ce niveau là, le y in number, et on l'a affecté as begin and z reçoit x fois y insert, voilà, j'ai oublié le R, insert into, parfait. Donc là la procédure elle est correctement créée. Après il faudra l'appeler, il faudra faire un appel de procédure. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Donc on va déclarer deux variables, a number, b number. Donc on va affecter le a à 5 et c. Donc on va appeler la fonction, plutôt la procédure essai, en envoyant comme paramètre, pour le premier paramètre on a utilisé la valeur 2. Le deuxième paramètre on a mis le b, ça sera le paramètre out. Donc on aura le résultat à travers ce paramètre là qui est le b. Et comme troisième paramètre on a mis le a qu'on l'a précédemment affecté à 5. Ok, donc on peut afficher et c'est ok. Là c'est une chaîne de caractères de b a égale à b, tout simplement parce que c'est dans le b qu'on aura le résultat. Donc si on exécute et c'était sans jeu, pardon, dbms. Ok, donc là on a eu 10 à l'âge parce que dans le calcul on a envoyé le 2 et le 5. Donc c'est clair qu'on a eu 2 fois 5 et on a eu 10 dans la variable out. Ok, donc si on essaie maintenant le deuxième exemple, donc on va faire un autre appel de la procédure essai, mais cette fois-ci en envoyant que deux paramètres, 2 et b. Donc dans ce cas, la procédure
elle va utiliser pour le troisième paramètre cette valeur-là qu'on a affectée par défaut à la variable au troisième paramètre y. Donc là, dans ce deuxième appel de procédure, on n'a pas mis le troisième paramètre. Donc pour le calcul là, c'est la valeur 7 là qui va être utilisée pour, pour le calcul, au niveau du calcul. Donc on va afficher. Donc on a le 14 vu que c'est le 7 qui a été utilisé, donc on a eu le 2 fois 7 au niveau du calcul. Mais sinon on peut également vérifier ce qui a été inséré dans la table T. Voilà, donc il y a eu la première insertion de 10, de 10 et de 14, la dernière. Okay, donc sinon, après pour détruire ou bien pour effacer les procédures, la syntaxe est similaire à ce qu'on faisait pour, pour supprimer des tables par exemple. Donc on utilisera le drop procédure et le nom de la procédure. Et c'est par exemple. Voilà. Donc pour le drop, il fonctionne. Il a la même syntaxe. Donc si on peut également l'utiliser pour supprimer des utilisateurs, des procédures, des fonctions, des tables, des triggers, des vues, donc il suffit juste de mettre drop, le nom de l'objet et le type plutôt de l'objet, puis le nom de l'objet qu'on souhaite supprimer. Donc pour la dernière partie de cette fiche de TP, on parle des déclencheurs. Donc pour les déclencheurs ou bien les triggers en anglais, donc c'est également des programmes, tout comme j'ai envie de faire une comparaison avec les fonctions et les procédures. Donc je disais que tout comme les fonctions et les procédures, donc les triggers ils fournissent ou bien ils offrent la possibilité d'exécuter un ensemble de traitements. Mais contrairement aux fonctions et aux procédures, les triggers, on ne les appelle pas. Il n'y a pas d'appel de trigger. Donc, si on revoit la procédure là, donc elle s'est exécutée qu'avec cet appel. Donc ça aurait été la même chose si on avait utilisé une fonction. Mais le trigger, il n'y a pas d'appel de trigger. Donc il s'exécute en arrière-plan selon les conditions qu'on a mises lors de sa création. Donc pour sa syntaxe, donc on va voir cet exemple-là. Donc on a create or replace trigger, le nom du trigger, after insert on T1. Donc pour ce trigger-là, on a réglé, ou bien on a configuré son exécution, ou bien on a son exécution, elle sera relative aux insertions au niveau de la table T1. After. Donc pour cette ligne-là, on pouvait avoir plusieurs possibilités. Donc pour le after, on pouvait avoir before. Donc lorsqu'on va insérer dans la table T1 et lorsqu'on clique sur exécuter, donc pour le SGBD, il va exécuter ce trigger soit après avoir exécuté réellement cette instruction-là qui est l'insertion, donc soit after, soit before. Donc pour le insert, on pouvait également avoir mettre le update ou le delete. Donc il y a plusieurs possibilités, after ou before, insert, update, delete, on, le nom d'une table. Ok. For each row, donc pour ce trigger là, lors d'une insertion au niveau de cette table là, T1, donc il va comparer pour simultané au niveau des triggers pour récupérer la donnée qui a été insérée ou bien qui a été supprimée ou bien modifiée. Il y a des mots-clés. Donc, lors d'une insertion, on utilise le new. Donc, pour récupérer ce qui a été inséré au niveau de cette colonne-là, le num1, on utilise new.num1. Donc, si cette valeur elle est inférieure ou égale à 3, le trigger, qu'est-ce qu'il aura à faire? Donc, il va insérer
au niveau de T2, les deux valeurs qu'on a insérées dans T1, mais inversées. Il va les inverser. Donc il va mettre dans la première colonne de T2 la deuxième colonne qu'on a mise dans notre insertion, new.num2, qui était qu'on a mise là au niveau de la deuxième colonne, et il va mettre dans la deuxième colonne de T2 la première valeur qu'on a mise dans notre insertion. Donc on va essayer ce trigger, mais avant on doit exécuter. On doit créer nos deux tables. Ok, donc on a create or replace inverse. Inférieur ou égal à 3, begin and num2 new.num1 et on exécute. For each row, when trigger created. Ok, donc maintenant pour vérifier le bon fonctionnement de ce trigger, il suffit d'insérer, de faire des insertions tout simplement. Donc on a insert into T1 values. Donc on va faire une première insertion. Donc on va mettre 1 et 2 dans 1 et 2 dans T1. Ok, donc on vérifie T1 tout d'abord. On aura 1 et 2. Et si on vérifie T2, on a 2 et 1. Donc le trigger, il a fonctionné. Vu que ce qu'on a inséré dans T1, il a comparé le num1 et il a trouvé qu'il était inférieur ou égal à 3. Donc du coup, il a inséré dans T2. Donc si on fait une autre insertion, values 4 et 5. 4 et 5. Select étoile from T1. Donc on va trouver 4 et 5, mais sinon si on vérifie là, il n'y a aucune insertion vu que la condition n'a pas été vérifiée. Ok, donc oui, vous pouvez faire ces essais-là pour confirmer le bon fonctionnement de votre trigger. Donc pour le deuxième trigger, on aura create or replace trigger modif before update en T1. Donc ce trigger-là, il va être exécuté après, plutôt avant les modifications dans la table T1. Donc si jamais on va juste afficher ce qu'on a mis dans T1 pour voilà. Donc si jamais on lance une requête de modification au niveau de la table T1, donc avant que cette modification soit exécutée physiquement, ce trigger là il va fonctionner. Ok, donc on va le créer. Create or replace trigger modif en T1 for each row begin and. Donc pour ce trigger, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'on va modifier une valeur dans T1, il va insérer dans T2 l'ancienne valeur. Donc avant la modification. Donc si jamais on modifie la première ligne, on a mis donc je vais juste relire insert into T2 all new 1 all new 2. Ok, donc si on modifie cette ligne là par 5 et 6 par exemple, pour la première ligne, le num1 on va mettre 5 et le num2 on va mettre 6. Donc pour le trigger, il va insérer dans T2 1 et 2 les anciennes valeurs. Donc pour accéder aux anciennes valeurs, tout comme on utilisait le new pour avoir les valeurs insérées, les nouvelles valeurs insérées, le hold il permet de récupérer les anciennes valeurs avant les modifications. Donc il va insérer dans T2 1 et 2 donc, et sinon qu'est-ce qu'il va faire aussi? Donc voilà, donc pour
pour ce qui est des nouvelles valeurs de la table T1 qu'on vient de modifier. Donc au niveau de la colonne num2, new.num2, qu'est-ce qu'elle aura comme valeur? Elle aura comme valeur la valeur qu'on a mise lors de la modification. Donc on va mettre 5 et 6. Donc pour ce 6 là, au lieu de mettre un 6, le SGBD on va lui demander de mettre le 6 euh, plus 17%. Donc il va calculer le 17% de cette valeur là et l'ajouter à la valeur qu'on a mise. Ok, donc on va mettre 100 AK pour faciliter la tâche. Donc on va juste finaliser ce code du deuxième trigger. Et on valide, parfait. Donc on va encore une fois from T1. Et donc on va modifier T1 set num1 égale 5, num2 égale 100, where num1 égale 1 and num2 égale 2. Donc là on cherche à modifier cette première ligne. Si on exécute, une ligne a été modifiée. On va sélectionner tout d'abord la table T2 pour voir si réellement il a ajouté cette ligne. T2. Et donc, oui, effectivement, il a ajouté. On n'avait pas cette ligne avant. Donc, si on reconsulte notre table, on a le 5, mais au lieu du 100 qu'on a mis, on a eu comme valeur 100 plus 17% du 100. Donc, qui revient à ajouter 17 à 100. On a 117. Voilà pour ce qui est du trigger. Et c'était le dernier exemple. Donc voilà, je pense que si vous essayez tous ces exemples et vous les assimilez très bien, donc pour ce qui est de cette fiche de TP là, ça devrait être très simple pour vous. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si vous avez, sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par email. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine.